On suit donc les conférences de presse de clôture d'Emmanuel Macron, de Donald Trump, de Giorgia Meloni aussi, de Mark Rutte. Ici Donald Trump qui est toujours en train de discuter avec Volodymyr Zelensky. Et alors il vient d'autoriser l'Ukraine à fabriquer des Patriots, ces missiles, ces systèmes de missiles qui sont une manière de se défendre vis-à-vis des Russes, sont des systèmes anti-aériens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les licences américaines vont être transférées aux Ukrainiens? Oui, tout à fait. Donc c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle sur le moyen terme, parce il va falloir le temps de mettre tout cela au point. Mais je dirais que c'est une petite concession de la part des Américains. Voyons les choses telles qu'elles sont. Certes, Donald Trump est beaucoup moins sévère avec Zelensky qu'il a pu l'être auparavant. Mais j'entendais dire ici ou là, regardez comment Trump parle maintenant de Zelensky, le bien qu'il dit lui. Non, qu'est-ce qu'il a dit il y a quelques jours? Il a dit c'est un brave gars, courageux, et ces soldats sont de vrais fighters, de bons combattants. Il n'a pas non plus fait un panégyrique de Zelensky. Donc oui, c'est une petite avancée, mais Trump est fasciné par les mâles alpha, il faut quand même bien le dire. Il a une grande admiration pour Poutine, une fois encore, qui sont les leaders qu'il n'a jamais insultés sur la scène internationale. Ça demeure Poutine ou Xi. Et donc, il sera toujours plus favorable à Poutine qu'à Zelensky. Donc, ne l'oublions pas. Donc, oui, c'est un Même point s'il positif. l'encourage à continuer à frapper les Russes, il dit ça peut aider à la paix. Mais il n'a pas tout à fait tort Oui, d'ailleurs. il n'a pas tort. C'est-à-dire que la stratégie aujourd'hui de Zelensky est une très bonne stratégie. L'Ukraine, faut arrêter nous aussi le délire et le déni. L'Ukraine n'est pas en train de gagner la guerre. Par contre, elle n'est plus en train de la perdre. C'est quand même encore la Russie qui grignote. L'Ukraine ne pourra pas se saisir de la Crimée. Ça, c'est c'est aussi du fantasme. Par contre, elle peut asphyxier la Crimée. Et cette guerre de harassement à l'intérieur de la Russie est une stratégie gagnante. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que la Russie n'est pas fragilisée dans sa puissance, mais l'opinion publique commence à critiquer le président, à critiquer cette guerre. Il y a eu un dernier sondage, truqué on s'en doute, 60% des Russes qui soutiennent la guerre, mais quand c'est un sondage en Russie qui dit 60%, on peut être sûr que c'est bien en dessous 40%. Donc aujourd'hui, avec ces longues files d'attente, toutes ces voitures qui attendent pour l'essence, etc., la population commence à grogner. Et si la population grogne trop, Poutine a peur d'une chose, non pas de perdre militairement la guerre, il ne peut pas la perdre. Mais ce dont il a peur, c'est que d'être acculé et d'un potentiel coup d'État. S'il y a un coup d'État en Russie, Poutine sait très bien qu'on va pas l'envoyer passer une retraite paisible dans sa datcha. C'est Oui. une balle dans la tête. Donc bref, Poutine, et c'est ce qu'espèrent Trump et Zelensky, peut être, à travers ces nouveaux soutiens américains et les victoires psychologiques, je dirais, de Zelensky, peut être amené à faire plus de concessions qu'il n'en aurait fait l'année dernière, et donc à revenir à la table des négociations. Mais je me permettrai juste de conclure, il y a quand même l'autre phase dans cette stratégie, c'est que, et c'est ce qui m'inquiète beaucoup, ce que je disais tout à l'heure, je suis ukrainien par ma mère, enfin, c'est un dossier qui me touche vraiment au cœur, je suis très inquiet, car Poutine n'est pas Trump, qui peut capituler face à l'Iran et de toute façon rester au pouvoir. Il est élu encore pour 2 ans. Poutine, c'est du Kadhafi, c'est Jusqu'au-boutisme. du jusqu'au-boutisme. Et si il se sent véritablement acculé, il ne peut pas perdre. Il ne peut pas perdre cette guerre. S'il la perd, il perd le pouvoir. S'il perd le pouvoir, c'est une balle dans la tête. Donc bref, s'il est véritablement acculé, s'il pense qu'il peut y avoir un coup d'État, il est vraiment aux abois, il peut devenir très très dangereux. Et je fais partie des observateurs qui soutiennent que dans des conditions extrêmes, un Poutine acculé pourrait aller jusqu'à utiliser une arme nucléaire tactique. Donc cette stratégie est gagnante, oui, et ils ont raison de la faire, Trump comme Zelensky, mais il faut quand même se méfier de Poutine. C'est pas quelqu'un qui ira à la table des négociations la queue entre les pattes, c'est plutôt quelqu'un qui pourrait s'arc-bouter jusqu'au bout. Et vous avez raison sur le fait qu'il soit complètement bousculé. Vous parlez de l'essence, par exemple. Il y a les queues, en effet, avec le prix qui flambe parce que, justement, les Ukrainiens frappent régulièrement des raffineries. Donc, les Russes sont en train de chercher désespérément du pétrole à importer. On a appris que c'était notamment depuis l'Inde, où ils exportent du pétrole non raffiné avant que ça revienne sous forme d'essence. Mais il y a aussi, ne l'oublions pas, ces frappes-là et l'essence touchent directement les populations. On voit donc les effets, un peu, pour la première fois, directs de la guerre. Mais ils voient aussi les effets directement dans leur propre famille. Parce qu'il y a des dizaines de milliers de morts et de blessés chaque mois russes. Et donc ça, forcément,
au bout d'un certain temps, on ne peut pas ne pas connaître quelqu'un qui n'a pas été touché par cette guerre quand on est dans ces situations-là, même si dans un grand pays comme la Russie. Donald Trump donnait des estimations des renseignements américains tout à l'heure en parlant, côté ukrainien cette fois-ci, de 25 000 morts et blessés le mois dernier, 35 000 le précédent, en précisant, et c'est le cas de toutes les estimations, que c'est encore davantage côté russe. Et donc forcément c'est dur à encaisser pour n'importe quel pays, mais dans une stabilité aussi d'un pays, ça fait partie, je pense, des éléments qui peuvent secouer Poutine et l'acculer un petit peu davantage à un moment donné. Dans ce que vous nous dites là, comment est-ce qu'on accueille l'annonce d'Emmanuel Macron qui, lui, continue à miser sur le dialogue? Et oui, mais c'est vrai, puisque Emmanuel Macron évoque de futurs exercices militaires aussi conjoints des pays de la coalition des volontaires pro-Kiev. Ce sera le 13 juillet prochain, ici à Paris. C'est quoi Excusez-moi, mais c'est bisounours. Enfin, c'est un discours quand même hors sol, bisounours de la part d'Emmanuel Macron. Mais oui, bon, il a raison, c'est très bien tout cela. Mais c'est pas réaliste, quoi. C'est pas réaliste. Mais de toute façon, face à un Poutine, c'est pas réaliste. Voyons les et choses. Face à un Trump aussi. Mais bien évidemment, de toute façon, voyons les choses telles qu'elles sont. Imaginons, on fait un peu imaginons un Poutine totalement acculé. J'entendais l'autre jour quelqu'un qui me disait s'il frappe très violemment ou s'il utilisait une arme nucléaire tactique, la France, les États-Unis bombarderaient avec des armes nucléaires la Russie et la France riposterait. Non mais si Poutine utilise une arme nucléaire tactique, j'entends sur l'Ukraine, pas sur un pays européen évidemment, sur l'Ukraine, vous n'aurez personne qui bronchera. Et si il devait y avoir une offensive avec un matériel militaire traditionnel, mais très 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 forte sur l'Ukraine, ou des bombardements, mais encore plus intensifs sur Kiev, pareil, l'Europe ne bougera pas, les États-Unis non plus. Donc, une bombe nucléaire tactique, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Une bombe nucléaire tactique, en quelques mots, c'est une petite bombe nucléaire qui peut... Alors, il y a beaucoup de quiproquos là-dessus. Donc, vous avez l'arme nucléaire classique qui peut réduire un pays en cendres, une ville en cendres, et vous avez une arme nucléaire tactique qui est beaucoup moins puissante, qui pourrait potentiellement être utilisée, c'est pour ça que c'est créé, sur des terrains de bataille ou durant quelques manœuvres ici ou là. Mais n'oublions pas qu'il y a plusieurs styles de bombes nucléaires tactiques. Il y en a quand même, la principale est quand même plus puissante qu'Hiroshima, donc c'est pas non plus un gadget, hein. Mais on peut réduire la force de frappe de ces bombes nucléaires. Donc c'est énorme. Ça pourrait quand même réduire une partie d'une ville en cendres. Mais un Poutine acculé, je le répète, pourrait aller jusque-là. Je ne pense pas qu'il bombarderait Kiev. Peut-être que ce serait quelque chose qui serait lancé dans l'océan, peut-être sur une raison plus ou moins déserte de l'Ukraine. Mais ça sera un signal fort, quoi. Exactement. Une fois encore, je ne dis pas qu'il va franchir une ligne rouge et donc envoyer un signal que l'on peut aller encore plus loin. Exactement. Et ça peut tout changer dans le rapport de force. Je pense que la guerre... mais de toute façon, les gens qui disent c'est pas possible, mais enfin d'abord, il faut arrêter aussi cela. Je veux dire, comment peut-on imaginer dans un monde où il y a tant d'armes nucléaires qu'il n'y aurait pas un jour un risque qu'elles soient utilisées? Mais qu'est-ce qui s'est passé à Hiroshima, Nagasaki? Écoutez, le Japon s'est rendu immédiatement. Le Japon s'est rendu immédiatement. Donc, je ne dis pas qu'il va le faire. Mais un Poutine acculé, qui sentirait qu'il peut perdre le pouvoir, je le répète, c'est une balle dans la tête, pourrait décider de le faire. Et de toute façon, il n'y aurait pas de représailles de l'OTAN ou des États-Unis ou de l'OTAN. Non. Et effectivement, ce serait un signal, comme vous dites, tellement fort que probablement il pourrait y avoir, surtout s'il visait une ville, une forme de réédition de la part de l'Ukraine. On n'en est pas encore là, mais donc voilà, stratégie gagnante de la part de Zelensky et soutien logique et gagnant aussi de la part de Trump. Mais n'oublions pas que l'on parle de Poutine. Une fois encore, je compare pas du tout Poutine à Hitler au niveau de l'Holocauste ou la Shoah, mais je parle de mentalité. Quand Hitler était dans son bunker, s'il avait une arme nucléaire, d'ailleurs Hitler voulait réduire l'Allemagne à néant, s'il avait une arme nucléaire, il l'aurait envoyé sur les pays alliés. Mais face à un Poutine, est-ce que vous nous dites de ces menaces, on a le sentiment que ce sommet de l'OTAN, les membres sont un peu petits joueurs, quoi. Là, on est en train de parler quand même gros sous, on est en train de parler d'un retour, d'un engagement européen, canadien. On retient aussi les Américains par le col. Et puis là, Poutine qui, lui, risque d'aller vraiment en avant. Écoutez, de toute façon, la faute initiale, je ne sais pas ce qu'en pense Antoine, remonte à 2022. En 2022,
2022, quand la guerre a déclaré, les Ukrainiens ont demandé une no-fly zone, c'est-à-dire une protection militaire aérienne des États-Unis, du moins pour les civils. Biden a refusé. Si Biden avait accepté, les choses auraient été très différentes. Jamais Poutine n'aurait tiré sur les Américains. Enfin, regardons l'armée quand même de Poutine, elle n'est même pas capable d'aller jusqu'à Kiev. La Russie n'existe que grâce à sa puissance de feu nucléaire, ne l'oublions pas. Donc les choses, il y aurait eu un deal, quelques concessions à Poutine, de toute façon il n'y a pas le choix, et les choses se seraient plus ou moins tassées comme ça. Non, on a laissé la situation s'envenimer. Malheureusement, c'est ainsi, vous savez, et je ne dis pas qu'il faudrait envoyer des troupes au sol en Ukraine, mais le problème de nos démocraties également, mais d'un autre côté c'est aussi tout à notre honneur, c'est le zéro mort. Pourquoi Trump n'a pas gagné sa guerre en Iran ? S'il avait envoyé des troupes au sol, il l'aurait gagné. La guerre est tellement asymétrique que les États-Unis peuvent envahir l'Iran en une semaine. Mais il aurait perdu les élections, quoi. Exactement. Ça aurait été des centaines, des milliers de morts. Il aurait fallu envoyer 200, 300 000 hommes. Si, en Ukraine, nous avions véritablement décidé de venir à l'aide militairement et envoyer des troupes, qu'est-ce qui se serait passé ? Il y aurait eu quelques escarmouches avec la Russie, oui, sans aucun doute. Mais nous ne serions pas passés dans une guerre mondiale. De toute façon, la Russie ne pouvait pas matériellement gagner face aux États-Unis et à l'OTAN. Donc c'est aussi le problème aujourd'hui de nos démocraties, et ce à quoi nous assistons, c'est de très belles paroles qui doivent être dites, mais elles demeurent des paroles. Et je vous rejoins complètement, parce que je trouve qu'on... Côté occidental, on a finalement toujours eu peur de notre ombre, peur de notre propre force. On n'a jamais eu finalement le courage de nos propos et de nos menaces. Quand on dit vous nous touchez sur le continent européen, donc ça nous concerne, nous, Français, Allemands, Britanniques ou autres, mais que l'on met autant de lignes rouges qu'il y en a eu, parce qu'on les a oubliées, aux Ukrainiens au début, et qu'ils les ont empêchés de pouvoir les repousser davantage, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'initialement Poutine pensait prendre toute la Russie en une semaine, qu'il n'a même pas réussi à... L'Ukraine, pardonnez-moi, merci, en une semaine, et qu'il n'a jamais réussi, que ça a été un désastre militaire. D'un moment, ils nous ont envoyé une colonne de chars absolument gigantesque, les Ukrainiens ont mis une bombe devant, une bombe derrière, et ensuite ils ont tout détruit. C'était colossal comme erreur militaire. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, tous les Européens et les Américains, outre ce que vous disiez sur la no-fly zone, refusaient de donner des chars, par exemple, aux Ukrainiens. Et puis, il a fallu longtemps pour que finalement on leur dise bon, d'accord, tenez pour vous défendre. Mais le temps qu'on prenne la décision, le temps ensuite que ce soit fait, même pas le droit de frapper la Russie sur son terrain. Oui, tout à fait. J'y viens, et de former ensuite cela. Et ça a été pareil pour les avions de combat. Et ça a été pareil pour les frappes en Russie. Ce que l'on voit en ce moment qui déstabilise finalement Moscou, c'est les frappes sur son territoire et en profondeur. Et ça a été encore une ligne rouge après. Donc forcément, on a à la fois beaucoup aidé l'Ukraine, et ça a été une surprise parce que ça a renforcé l'OTAN, ça a renforcé l'Union européenne, et qu'on a en effet développé nos dépenses militaires, etc. Et en même temps, on a été extrêmement frileux, et on n'a pas beaucoup aidé l'Ukraine parce qu'on l'a bridé pendant longtemps pour pouvoir se défendre, en lui interdisant même de frapper la Russie sous peine de ne pas lui redonner d'armes, j'allais dire nucléaires, d'armes militaires. Donc oui, il y a ça, et il y a un péché originel qui s'est poursuivi dans les années qui suivent. Petite question en passant, puisque Zelensky est là-bas, alors il demande toujours des armes, il obtient la fabrication des missiles Patriotes. Une adhésion à l'OTAN, ça reste... Non, c'est impossible. Impossible. Écoutez, dans ce cas-là, c'est la Troisième Guerre mondiale. Alors, je ne dis pas que ça pourrait pas être... C'est une demande. Oui, mais on en revient à ce Zelensky. dont nous sommes en train de parler. Si l'Ukraine adhère là demain à l'OTAN, on est donc en guerre contre la Russie. Déjà, nous, on est obligé de partir en guerre puisque l'Ukraine est agressée. Avec l'article 5, exactement. solidarité. Donc non, ça n'arrivera pas.